tous et bienvenue à cette table ronde où l'on va traiter d'un sujet très actuel et qui va être très important dans les décennies à venir. Donc on va parler d'Internet et de la sécurité de nos enfants sur Internet, mais aussi plus largement donc des écrans et de la consommation d'écrans par nos enfants et nous, notre propre usage de la même manière. Pour intervenir et échanger sur ces questions, nous avons aujourd'hui 5 intervenants. Donc Olivier Gérard, qui est coordinateur médias et usage numérique de l'UNAF. Le docteur François-Marie Caron, pédiatre libéral et cardiopédiatrie néonatologie. Damien Giard, directeur du numérique et responsable du développement audio chez Bayard Presse. On a également Hélène Marlot qui est ici, donc porte-parole Google France sur les questions de sécurité en ligne. Et à ma gauche, Michel Gilbert, porte-parole Facebook France et Europe du Sud, il me semble. Donc voilà, donc pour traiter de ces questions-là, on va articuler notre table ronde autour de 5 grands points. Donc on va d'abord revenir sur le temps et les usages des écrans faits par nos enfants. Ensuite, on ouvrira sur la protection qui est faite des enfants dans leur usage d'Internet et des moyens qui sont mis en ligne pour les protéger. Ensuite, on va parler de la vie sociale de nos enfants et de notre propre vie sociale et comment nous les exposons sur ces réseaux sociaux. Et donc, derrière viennent les questions de harcèlement en ligne qui peuvent y être associées. Et enfin, on ouvrira sur quelque chose de plus rassurant avec les contenus qui peuvent donc aider les parents dans leur accompagnement des enfants sur Internet. Donc pour commencer, je vais demander au docteur François-Marie Caron et ainsi qu'à Olivier Gérard de revenir donc sur le temps que nous passons actuellement sur les écrans ainsi que nos enfants. Il y a Serge Tisserand qui a établi une règle, la règle des 3-6-12, qui est largement suivie, mais qui est aussi sujet à pas mal de débats, d'interrogations. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner vos préconisations sur la consommation, enfin, comment on peut mettre nos enfants, que ce soit devant la télé, un ordinateur, une tablette? Alors, la première chose, c'est que cette règle 3-6-9-12 de Serge Tisserand, ça fait depuis 2010 que nous, pédiatres, nous l'utilisons encore, parce que c'est des repères assez faciles, hein, c'est pas d'écran, enfin peu d'écran avant 3 ans, puisque ça a été modifié, après le jeu vidéo avant 6 ans et tout ça. Mais en 2015, avant de faire les recommandations avec la Société française de pédiatrie, on a fait une étude pour voir ce que ça avait donné notre 5 ans de combat, pour essayer de faire appliquer ces règles. Et donc on a fait une enquête auprès de nos patients, auprès de mpedia.fr, de ceux qui fréquentent le site. Et là, on s'est aperçu que c'était une catastrophe parce que c'était pas du tout suivi, alors qu'on avait donné des règles quand même relativement simples, mais elles n'étaient pas du tout suivies. Donc on s'est dit qu'on avait dû se tromper de cible. Et qu'en fait, tout en bien réfléchissant, au fur et à mesure, tout le monde arrive à peu près aux mêmes questions, au même constat. On a des parents qui sont déjà complètement noyés dans les écrans. Et ce qu'il faut surtout, c'est remettre les parents en contact et en interaction avec leurs enfants. Et c'est pour ça que nous, on est parti dans une nouvelle campagne qui dit la meilleure application, c'est vous. Vous voyez, on ne parle même pas d'écran, on parle d'interrelation entre les enfants. Et puis, c'est vraiment cette cible-là qu'il faut faire de façon à refaire. Les parents, c'est très facile de laisser un enfant devant un écran, mais c'est plus difficile de l'éduquer à se servir d'un écran. Est-ce que, Olivier Gérard, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu les pratiques, les usages, il y a quand même un certain nombre de phénomènes qui sont importants. D'abord, on constate depuis quelques années une augmentation du temps passé par les enfants, mais par les adultes en général, devant les écrans. Alors il y a des transformations. Il y a quelques années, c'était la télévision qui était l'usage majeur au sein des foyers. Alors pour les enfants,
Et les adolescents, on voit que ça a commencé à évoluer puisqu'on est sur des pratiques qui vont être plus sur des pratiques mobiles, d'ordinateur, de smartphone, etc. Mais c'est aussi vrai pour les parents. Mais que au-delà de ces évolutions dans les types d'usage, c'est surtout un temps passé devant les écrans qui ne cesse et qui continue d'augmenter. Avec un deuxième phénomène qui est extrêmement important à prendre en compte parce que d'un point de vue d'accompagnement des parents, c'est essentiel, c'est la rapidité de diffusion. C'est-à-dire que la télévision, avant qu'elle touche tous les foyers, qu'elle atteigne une fréquence d'usage aussi élevée, ça a mis 30 ans ou 40 ans. Donc il y avait effectivement un accompagnement qui était envisageable. On pouvait accompagner éventuellement les parents, les enfants, pourquoi pas, à un usage équilibré de ces écrans. Aujourd'hui, on constate que lorsque des technologies ou des usages, parce qu'il y a les deux phénomènes, arrivent très rapidement, ça va être diffusé par un très grand nombre. On parlait tout à l'heure en préalable de la conférence, par exemple, de TikTok. TikTok, ça a mis 2-3 ans pour atteindre la quasi-totalité des collèges et des écoles de France. Et on le constate. On avait fait, nous, à l'UNAF, une étude sur le taux de diffusion pour atteindre, le nombre d'années pour atteindre 50% de la population. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est sur parfois 2-3 ans. Ça veut dire que le temps, aussi le défi pour les parents, et pour la société en général, parce que c'est les parents, mais c'est les éducateurs, c'est nous tous, on n'a pas le temps aujourd'hui de prendre le recul et la distance nécessaire. C'est-à-dire qu'on est une espèce de course pour être utilisateur de ces outils-là. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment que si on ne les utilise pas, on va être mis de côté, on va être finalement sur des pratiques anciennes, has-been, etc. Donc c'est quand même un phénomène qui nous inquiète énormément, c'est qu'il y a des nouveaux usages qui arrivent, parfois utiles, parfois positifs, parfois un peu moins, et qui très rapidement vont se diffuser et vont parfois non pas se substituer à d'autres usages, mais se rajouter à d'autres usages. Donc on est dans ce constat-là aujourd'hui au sein des foyers, avec 7 écrans en moyenne par foyer, ce qui est extrêmement important, avec un taux d'équipement des enfants de plus en plus précoce. On est en train de mener une étude dont les résultats seront annoncés début février, et on s'aperçoit que l'âge du premier équipement est de plus en plus précoce. Donc on va attendre... C'est perturbant. C'est nous. C'est nous. Merci On d'être est bien là. On peut continuer à parler peut-être, je ne sais pas. Si vous nous entendez bien, on peut continuer à parler. Donc voilà, il y a ce phénomène-là aussi d'équipement de plus en plus précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu notamment le téléphone portable, où on est passé d'un premier équipement à 14 ans à aujourd'hui un premier équipement de l'enfant. Je ne parle pas de l'usage du téléphone portable, là, je parle du téléphone qui appartient à l'enfant, qui est son smartphone. On est sur du 8-9 ans. Et ça aussi, c'est un phénomène extrêmement important à prendre en compte. Est-ce que, selon vous... Oui, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Donc, Michel Gilbert de Facebook. Je trouve que c'est très intéressant. Je voulais juste rebondir parce que la meilleure application, c'est vous. Je pense que c'est un message excellent quand on est parent parce qu'aujourd'hui, je suis là en tant que Facebook, mais surtout en tant que mère de 4 digital natives. Donc, j'ai grandi et j'ai fait grandir des enfants avec des écrans qui m'ont appris beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, on constate que 58% de 0 à 5 ans, si mes chiffres sont corrects, sont déjà exposés à des écrans. Et on voit dans les poussettes des enfants avec des écrans, des parents qui donnent l'écran. Et dès qu'un parent donne un écran à son enfant, il doit s'engager, je pense, à donner l'éducation qui va avec cet écran. Et c'est très, très important. Donc, je voulais juste dire que j'adhère à ce sentiment que je dis toujours aux parents, est-ce que vous jetterez votre enfant dans une piscine sans lui apprendre à nager? Mais personne n'arriverait devant une piscine et le jeter et dire « OK, démerdez-vous ». Excusez-moi pour le français. Mais on fait ça avec les écrans. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents de s'engager et d'apprendre et d'être à côté de son enfant pour lui apprendre la bonne utilisation des écrans. Donc, j'adore cette campagne que vous avez lancée et je trouve c'est excellent de redire et donner de responsabilité aux enfants, mais aussi aux éducateurs qui sont souvent les premiers aussi à accompagner les enfants dans leurs premières étapes sur les écrans. Juste pour compléter, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est vrai qu'on a toujours tendance à poser la question, elle sera peut-être posée, qui doit finalement accompagner ou éduquer les enfants? On se pose toujours la question, la famille, l'école, les éducateurs. Il faut être clair, les premiers usages des écrans, j'allais dire, c'est à 0 ans. Aujourd'hui, c'est à 0 ans dans beaucoup de foyers. L'enfant va être mis devant un écran, l'écran sera là, sera présent dès les plus jeunes âges.
Donc les parents, c'est les premiers éducateurs de l'enfant, et en termes de parentalité et de numérique, les parents sont les premiers éducateurs. Donc, le défi, nous, notre défi, on est dans la même lignée, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner les parents le plus tôt possible pour que vraiment ils comprennent la nécessité de s'engager, de s'investir auprès de leur enfant sur les pratiques numériques. Et vous qui êtes soit parent, soit côtoyé des parents dans votre travail, est-ce que vous avez la sensation que la prise de conscience est là de la part des parents? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est de leur devoir en fait d'accompagner les enfants? Est-ce que justement quand on entend ces chiffres, 58% d'enfants exposés à des écrans avant 5 ans, est-ce qu'il n'y a pas urgence justement à alerter, à éclairer les parents sur ces usages-là justement? Il n'y a pas urgence à alerter. Il y a urgence à expliquer. Le problème, c'est que la fracture numérique, elle ne se fait pas au niveau de l'équipement, elle se fait au niveau de la parentalité et au niveau en général des classes socio-économiques. Et ça, c'est dramatique parce que plus les parents vont être en difficulté, chômage et autres, et tout, alcoolisme et tout ça, plus les enfants seront laissés seuls. Et c'est de la responsabilité de la société. Maintenant, c'est vrai que c'est les parents aussi qui sont les premiers éducateurs. Je prendrai juste un exemple. Vous voulez les jeter dans la piscine, c'est pas gentil. Moi, j'explique le vélo. Quand on apprend à faire du vélo, parce qu'on pourrait très bien vous marquer derrière, le vélo, c'est très dangereux. Il y a des morts avec le vélo. Mais le vélo, on apprend d'abord à faire du vélo et après, on apprend à aller en ville en vélo. Et après, on apprend le code de la route. Et les écrans, c'est pareil. Il faut apprendre à s'en servir. Étape par étape. Et là, on a parlé... Pour compléter quand même, sur les populations peut-être en plus grande difficulté, nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a non seulement, effectivement, pour plein de raisons, parfois une difficulté de s'approprier les enjeux qu'il y a derrière, etc. Mais il y a aussi un phénomène qui est des parents qui, quand même, ont conscience qu'on est dans une société numérique et qui vont avoir tendance même à suréquiper leur enfant. Voire parfois faire des sacrifices, y compris financiers, pour que l'enfant puisse avoir une tablette, un ordinateur, un smartphone, etc. Parfois, avec le sentiment de se dire, les autres enfants en ont, il faut qu'il en ait aussi. Donc non seulement, parfois, ça va être un tout petit peu compliqué pour eux d'accompagner l'enfant, mais en plus, l'enfant va disposer de tous les outils possibles. Alors attention, ne laissons pas croire qu'il y a la problématique des populations plus en difficulté et que pour le reste, non, c'est difficile pour tous les parents. Et honnêtement, je vais vous dire, c'est difficile pour moi, par exemple. J'ai deux filles de 8 et 12 ans, je suis en plein dedans. Ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions. Eh bien, je vous garantis que ça n'est pas simple et que c'est au quotidien, revenir au quotidien, imaginer au quotidien, proposer des choses intéressantes, etc. Et parfois, je me dis le soir en me couchant, sans écran évidemment dans ma chambre, vous avez compris, en me couchant, je me dis, mais si pour toi c'est difficile, qu'est-ce que ça doit être pour des parents qui travaillent, qui ont une vie professionnelle, qui font autre chose, etc., et qui ne sont pas dedans. Et voilà, ça interroge parce que c'est pas simple. C'est vraiment des outils qui ont des opportunités incroyables, mais qui se sont rajoutés dans la vie des familles, que les parents doivent se saisir, accompagner, sans qu'ils aient l'expérience passée, parce qu'encore une fois, les parents n'ont pas été éduqués à ça, n'ont pas connu ça quand ils étaient petits, donc on n'a pas... La parentalité, ça se construit beaucoup sur sa propre expérience. On retransmet en cuisine, c'est les recettes de mamie qu'on retransmet. La grand-mère, elle a appris des choses. La grand-mère, sur Internet et les réseaux sociaux, elle n'est pas forcément là pour donner des bons conseils. Alors ceci dit, c'est pas totalement vrai, parce que les bons conseils de grand-mère, ça peut marcher aussi à l'ère des réseaux sociaux, parce qu'il y a des principes de base à respecter. Et donc voilà, mais on va pas en... Là, on a parlé des usages. Hélène Marleau, vous avez, chez Google, vous notez justement des usages très différents. Par exemple, les États-Unis, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, on suit évidemment très près cette compréhension des usages. Et quand on a une étude récente, notamment, qui fait un comparatif entre les États-Unis et différents pays d'Europe, dont la France. Bon, alors évidemment, on vit quand même sur la même planète. Les parents se posent tous les mêmes questions. Tout le monde se demande comment gérer les écrans et que c'est une inquiétude majeure. Et tout le monde a peur potentiellement de problématiques de contenu ou de différentes choses dont on sera amené à parler plus tard. Mais c'est assez intéressant. Là, on a parlé pas mal de parents qui qui eux-mêmes ne renvoient pas forcément le bon exemple à leurs enfants. C'est intéressant de voir qu'en termes de perception de soi-même, dans ce qu'on voit dans nos études, il y a quand même une énorme différence entre les parents français et les parents américains. Beaucoup plus de confiance du côté des parents américains.
ne sais pas si c'est très étonnant, je ne ferai pas de commentaire. En tout cas, notamment, on sait que sur une question comme est-ce que vous considérez comme un modèle pour vos enfants, sur tout ce qui est la gestion des écrans, ils sont 80% à dire oui aux États-Unis, contre 45% en France. Et sur la question, est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance pour transmettre vous-même et accompagner votre enfant sur ces questions-là, ils disent oui à 81% aux États-Unis. Et c'est un peu moins de 60 pour les Français. Donc certes, effectivement, la prise de conscience n'est pas forcément très nette, mais en tout cas, il y a peut-être une capacité d'autocritique, ou en tout cas des questions que les parents se posent et qui sont assez nettes sur le marché français par rapport à d'autres pays. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on s'est beaucoup investi aussi sur le fait d'aller sur le terrain, de les rencontrer, etc. Et juste parce que et il y a 50% des enfants qui trouvent que leurs parents sont trop sur les écrans. Donc ceux-là aussi, il faut les interroger. Je voulais juste commenter parce que comme... Vous m'entendez? Oui, là-dessus, je voulais juste réagir en tant que franco-américaine. Donc, je suis française et américaine et donc j'ai élevé mes enfants ici en France et ils ont eu la grande opportunité d'avoir une double culture. Mais c'est vrai qu'il y a une différence, en fait, dans le côté positif et pas regarder les problèmes, mais les solutions. Et en fait, c'est vraiment ça, quand on est dans une optique, il ne faut pas faire peur. Et je pense qu'on est tous d'accord, quand on va se concentrer sur la peur, on crée des peurs chez les enfants. Et c'est la première chose qu'on apprend en tant que parents, c'est que si on fait une projection négative, l'enfant va sentir cette projection, il va reproduire des actions donc de positivité et ce renforcement positif est très, très important. Mais je pense qu'il y a une autre chose qui joue là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, en fait, il n'y a pas un stigmatisme contre les écrans. L'écran est vu comme un outil pédagogique. Il s'est donné depuis le plus jeune âge avec un vrai projet pédagogique. C'est-à-dire que ça va être accompagné pour apprendre des langues. Ça va être utilisé déjà dans des classes et on ne va pas le diaboliser. Et donc, ça ne devient pas un objet de désir ou un objet interdit que je trouve que parfois en Europe, on a tendance à diaboliser la technologie et à dire que c'est mauvais. Il n'y a pas de mauvaise technologie, il y a une mauvaise utilisation. Donc je pense que cette positivité de montrer les exemples, qu'est-ce que je peux faire avec un écran? Quand j'étais enfant, on avait des correspondants. Donc on écrivait des lettres à des étudiants partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut faire ça en un seul clic. On peut être en contact avec un enfant, avec un adulte, avec quelqu'un qui vit quelque chose qu'on ne vit pas. Donc, on ouvre l'esprit, mais il faut que ça soit encadré. Il faut que quelqu'un montre la voie. Et en fait, c'est ça notre rôle en tant que parents éducateurs, c'est-à-dire montrer à quoi le numérique peut donner envie et qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Et je vais juste terminer là-dessus. Quand on regarde les choses que les jeunes font aujourd'hui avec les écrans, les Greta, qui ont fait prendre conscience de l'environnement grâce aux réseaux sociaux, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Justement, c'est très bien, puisque c'était l'objet de ma prochaine question, notamment à Damien Gère. Justement, les écrans sont un outil, et aux États-Unis, vous le dites, c'est beaucoup plus perçu comme quelque chose de pédagogique, un outil pédagogique. Est-ce qu'on a quelques exemples, justement, vu que là, on a pas mal diabolisé, enfin, en tout cas... éclairé sur notre consommation, mais est-ce que on peut aussi parler de ce que ça nous a apporté dans l'éducation par rapport à nos enfants, ces écrans et cette technologie? C'est vrai, comme vous le disiez, les écrans, ça permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ou d'accélérer. Par exemple, l'exemple des correspondants est très bon. Nous, on a sorti une série de livres pour les dyslexiques. Donc, J'aime lire, ça se lit sur papier. Et les dyslexiques, il y a à peu près 17 sortes de dyslexie, dyspraxie, etc. Sur l'écran, on peut traiter ces 17 problématiques que chaque enfant a. On peut individualiser l'apprentissage et là, on peut vraiment s'adresser à tous les enfants. Toutes les problématiques d'accessibilité. Je ne vois pas, je n'entends pas. J'ai énormément de possibilités avec l'écran de traiter finalement des contenus pour les offrir et les donner à tous les enfants et traiter les enfants à peu près de manière égale. Donc je pense que ça, c'est vraiment une vertu qu'on oublie un petit peu souvent effectivement en France. On a un peu tendance à sortir les écrans des écoles, d'interdire même le portable à certains ou les iPads. Il y a eu un effet de balancier. Finalement, il y a une dizaine d'années, c'était génial. Là, maintenant, on est dans un effet inverse où il ne faut plus, ça fait peur.
Et pourtant, c'est utile et ça permet justement d'apprendre plus vite, d'apprendre mieux, d'apprendre plus de choses probablement. Mais c'est juste un effet de balancier, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des bonnes choses qui se font sur le papier, il faut aussi faire avec des craies, il faut aussi faire... Voilà, donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le thème central de notre table ronde qui est l'usage d'Internet, plus précisément, et donc de la protection de nos enfants et donc de l'accompagnement qui est fait par les parents des enfants. Donc est-ce que, par exemple, Olivier et Gérard, vous pouvez nous expliquer comment on peut, en tant que parent, accompagner notre enfant dans sa navigation, comment le mettre en garde de contenus qui peuvent être dangereux pour lui. Parce qu'en fait, c'est ce que vous le disiez, l'écran en lui-même, c'est pas lui, ça qui est dangereux, c'est ce qu'on peut y trouver. Et ce qui est important, en tant que parent, c'est de l'accompagner. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pratiques en tant que parent Les conseils pratiques qu'on peut donner sont finalement des conseils de base qui sont ceux de la parentalité. C'est-à-dire, d'abord, il faut accompagner l'enfant sur ses premiers usages, quels qu'ils soient. Que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux. Il faut être là, il faut être présent, il ne faut jamais s'imaginer, quel que soit ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire, que tout va bien se passer. D'abord parce que simplement l'enfant peut ne pas réussir à faire quelque chose et ça peut le perturber, le frustrer. Il faut être là, c'est une activité importante de l'enfant, il faut être présent. On parlait tout à l'heure d'apprendre à faire du vélo, ben, il faut tenir le guidon, il faut un peu le laisser partir et être là juste à côté. Donc il faut être présent. Il faut aussi parler avec lui. Alors, on évoquait cette question de l'interaction, mais elle est vraie aussi pour les écrans. Il faut lui poser la question, est-ce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont perturbé? Pourquoi est-ce qu'il veut aller sur ce contenu-là et pas un autre? Vraiment, le dialogue, l'échange entre les parents et les enfants sur les pratiques numériques, c'est absolument essentiel. Il y a Michel Fils qui disait, Michel Fils qui est un pédopsie, qui disait toujours il faut débriefer tous les jours de la vie avec l'enfant. Et on le fait. On parle avec l'enfant aussi de qu'est-ce que tu as mangé à midi à la cantine, comment ça s'est passé l'école. Enfin, c'est quand même quelque chose que la plupart des parents font. Eh bien, il faut aussi parler avec l'enfant s'il a été à un moment, même lorsqu'il est devenu autonome, qu'il a commencé à aller un peu seul sur un ordinateur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as eu des difficultés? C'est vrai, par exemple, sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est fondamental. Nous, on travaille beaucoup parce que j'anime le dispositif pédagogique, qui est un dispositif d'accompagnement des parents sur le jeu vidéo. C'est quand même incroyable de voir comment les parents qui sont eux-mêmes parfois joueurs des jeux vidéo, mais ils ne savent pas à quoi joue leur enfant. Alors évidemment, quand ils vont voir que, à nouveau, ça va être le côté angoissant qui va ressortir. Ouh là là, il joue à Fortnite, c'est terrible. Ouh là là, il joue à Call of Duty ou à un jeu comme ça, c'est terrible. Là, on s'inquiète. Par contre, les autres jeux, à quoi ils jouent? Parce que nous, on rencontre des parents, mais vous savez à quoi votre enfant joue? Qu'est-ce qu'il fait? Non, je ne sais pas, mais il joue trop. Et donc, souvent, ils ne savent même pas à quoi ils jouent. Pourtant, c'est essentiel parce que, encore une fois, dans ces outils-là, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a d'apprentissage, il y a aussi la créativité, il y a l'imaginaire qui se joue. C'est des produits qui sont scénarisés, etc. Il y a beaucoup de choses. Il faut parler avec ses enfants. Donc, vraiment, s'impliquer, être présent. Parler avec l'enfant, valoriser aussi. Extrêmement important, ça rejoint avec l'idée de parler, mais il faut valoriser. Lorsque l'enfant il est sur Internet, lorsque l'enfant il va créer quelque chose en ligne, lui, ça lui apporte du plaisir, de la satisfaction, de la récompense, il est fier de lui. Souvent, d'ailleurs, les outils numériques vont être construits pour féliciter. Chez les tout-petits, quand vous regardez les applications pour les tout-petits, c'est plein d'étoiles, de bravo, de félicitations, d'encouragement. C'est normal, on en a tous besoin. Même nous, adultes, quand on réussit quelque chose sur une application, on est content d'avoir un bravo. L'enfant aussi, c'est normal. Et si face à ça, vous avez des parents qui non seulement se désintéressent, mais qui voient que le côté, bon, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Non, il faut valoriser. D'abord parce que ça permet aussi d'aborder un sujet. Ne croyons pas que pour les enfants, tout est facile. Oui, ils sont digital natives, mais c'est parfois difficile pour eux. Mais ils vont passer du temps, ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne, ils vont se filer des bons plans, etc. Et à un moment, ils vont réussir des choses. Et il faut qu'en tant que parent, pour ne pas perdre la main aussi, pour ne pas créer une rupture, il faut aussi savoir valoriser et encourager l'enfant. Donc voilà, tout un ensemble de... Mais ça veut dire passer du temps, avec l'enfant. Et peut-être que le dernier conseil qu'on peut aussi donner, c'est justement de lui rappeler que tout ne se fait pas par les écrans et qu'il y a plein d'autres plaisirs et bonheurs dans la vie de tous les jours qui sont possibles sans les écrans. Et c'est aussi le rôle des parents.
J'ai assisté à la fin de la conférence tout à l'heure, juste avant, c'était sur comment éduquer ses enfants à l'environnement. Et il y avait des liens qui étaient extrêmement importants. C'est-à-dire que oui, il faut aussi que les parents leur montrent que, bien sûr que c'est magnifique de passer du temps sur Internet, qu'on fait plein de choses, mais que simplement, parfois, aller vaguer dans la forêt, à se promener, c'est bien aussi. Et il faut le rappeler en tant que parent. Il faut aussi qu'ils puissent proposer soit des alternatives aux écrans, soit simplement des moments où l'enfant ne fait rien. L'enfant est seul avec son imaginaire, l'enfant se repose. Enfin, voilà, c'est quelques conseils rapides. Et il me semble d'ailleurs que l'UNEF a mis en place une plateforme pour aider et accompagner les parents qui s'interrogent justement sur l'accompagnement à faire de leurs enfants. Vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Alors, c'est un site internet notamment qui s'appelle Mon enfant et les écrans. Et donc, on s'adresse vraiment aux parents d'enfants, j'allais dire de 0 à 13 ans. On a volontairement fait le choix de cibler plutôt les parents d'enfants et pas d'adolescents, parce que c'est une problématique totalement différente, l'accompagnement des adolescents. Et on est vraiment sur une logique de donner des conseils, mais aussi de permettre aux parents, finalement, à travers les éléments qu'on leur donne, de s'approprier tous ces éléments-là et de faire leurs propres recettes. Parce que vraiment, la parentalité numérique, moi je viens d'écrire un article pour Information sociale de la CNAF, dans une logique un peu de recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne parentalité numérique ou de mauvaise parentalité numérique, comme il n'y a pas de bonne recette ou de mauvaise recette de tarte à la pomme. Il y en a plein des recettes de tarte à la pomme. C'est pareil quand on est parent, il y a des ingrédients nécessaires, mais après chacun peut les mettre à sa manière. D'abord parce que la relation écran, parent, enfant de chaque famille, nous ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'elle est différente. Il n'y a pas une situation qui se ressemble. Ça va dépendre du rapport aux écrans, de l'âge des enfants, de l'intérêt des enfants, du rapport des parents aux écrans, du rapport des parents et des enfants. Il y a des facteurs énormes. Donc on ne peut pas donner une recette clé en main. Je ne peux pas vous donner un papier en vous disant, voilà, vous rentrez chez vous, vous appliquez ça et vous êtes tranquille pour les 10 prochaines années. Ça ne marche pas. Donc on donne vraiment des éléments de compréhension, des éléments d'enjeu, des conseils un peu généraux, et ensuite que chacun s'en saisisse, que chacun se les fasse à sa manière, à sa propre recette. C'est sans doute la meilleure solution. Et là, on a pas mal abordé donc, la responsabilité des parents dans ces usages. Mais là, donc, aujourd'hui, on a Google et Facebook qui sont présents. Donc vous, en tant que géant d'Internet, vous avez aussi votre part de responsabilité et de devoir dans cette éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez, Hélène Marleau et Michel Gilbert, nous parler des outils qui sont mis à disposition des parents pour justement encadrer la navigation ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez très bien dit, effectivement, il est de notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique d'accompagner les parents. Et pour nous, Google notamment, l'enjeu, c'est d'apporter le petit coup de pouce qui va aider au quotidien, qui va apporter des solutions pratiques dans cette situation qui est quand même très complexe pour tout le monde. Notamment, il y a un outil qui s'appelle Family Link, qui est une application qui est gratuite, qui marche sur Android et qui permet aux parents d'accompagner leurs enfants de manière très simple, d'être capable de les accompagner sur la manière de gérer le temps, sur la manière de gérer les contenus, de les protéger de certains contenus, d'en approuver certains, d'en refuser d'autres, de mettre des limites dans le temps, la nuit par exemple, de définir des horaires, de définir... Voilà. Donc, c'est un outil qui est vraiment très simple et qui permet vraiment d'accompagner les enfants et de servir aussi de support à la conversation, parce qu'évidemment un outil tout seul ça ne sert à rien et surtout sans conversation il y a conflit, donc il n'y a rien de productif qui peut sortir de tout ça, mais au contraire c'est un outil qui peut aussi générer des conversations qui sont très fructueuses. Par exemple, ça peut responsabiliser les enfants. Moi, j'ai un ami qui, par exemple, avec son propre fils, a mis en place une discussion. Ils se sont entendus sur une certaine durée par jour, qui est donc encadrée par Family Link. Et bien, l'enfant se responsabilise et apprend à se dire, voilà, j'ai utilisé tel temps pour regarder un dessin animé. Il m'en reste temps, mais je vais le sauvegarder pour un peu plus tard. Et tout ça permet, et tout ça dans le dialogue avec le père sur comment bien utiliser ce temps, y compris de manière qualitative. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement le temps qu'on y passe, mais ce qu'on y fait. Comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas question de diaboliser tout ce qu'on peut faire sur Internet qui peut être absolument fantastique. Vraiment, tout l'enjeu, c'est effectivement l'accompagnement par les parents. Je voulais juste rebondir aussi en termes d'outils sur un autre point qui me paraît intéressant. On a beaucoup parlé de la responsabilité des parents, de leur rôle y compris comme modèle. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est aussi pour les parents de s'interroger sur leur propre consommation, leur propre
attitude face aux écrans, pas seulement accompagner leurs enfants, mais aussi réfléchir à leur consommation propre. Là, c'est pareil, on a mis en place des outils qui sont aussi gratuits, Android toujours. On peut visualiser très simplement dans les paramètres bien-être numérique combien de temps on passe, sur quelles applications dans une journée. Ça peut donner lieu à des révélations assez incroyables. J'en ai fait d'ailleurs l'expérience moi-même, c'est assez intéressant. Et on peut aussi mettre en place des petits trucs. Par exemple, il y a un mode chute qui permet, au moment où on l'a défini, d'arrêter d'avoir des notifications, d'être alerté dans tous les sens et de faire compulsivement, on a envie de regarder un peu ce qui se passe. Bon, bah non, si on a envie de passer aussi du temps de qualité à un moment donné avec ses enfants, il y a ces petits trucs au quotidien dans les outils qui permettent de le faire assez facilement. Voilà, pour ce qui concerne les outils. Facebook, du coup, je vous laisse la parole sur... En fait, les parents qui nous parlent, ou les éducateurs qui viennent nous poser des questions, se demandent toujours, comment est-ce que nous pouvons mieux paramétrer, mieux contrôler le temps des écrans. Donc, on a proposé, en fait, la famille d'applications Facebook. Vous connaissez peut-être tous. Il y a Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Donc, c'est pas mal d'applications qui sont utilisées par les jeunes. Et donc, nous, en tant que leader d'Internet, on est vraiment, depuis des années, en fait, en dialogue avec des associations, avec des experts, pour comprendre quels sont les outils que nous devons mettre en place pour que cette expérience sur nos applications soit positive. Et nous, on est totalement pour une utilisation active et pas passive. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que les jeunes ou les moins jeunes soient sur nos applications juste passivement en train de regarder des contenus défiler sans cesse. C'est vraiment pour inciter quelque chose de prendre l'action, pour s'engager, pour créer des relations, pour faire partie d'un groupe. Et donc, on développe nos produits dans ce sens-là. Mais même en amont de venir sur un produit, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, on met à disposition de chacun des outils et des paramètres pour bien contrôler sa présence en ligne. C'est-à-dire que nous, dès le début, on choisit, grâce aux paramètres, avec qui on a envie de partager, qu'est-ce qu'on a envie de partager, et on peut à tout moment changer ces paramètres. Donc, c'est nous qui maîtrisons cette expérience. Donc, il faut prendre le temps. Et là, c'est un consigne avec les enfants de paramétrer son compte et de réfléchir avant de partager. Autre que ces paramètres qui sont disponibles sur l'ensemble de nos services, on a également des portails qui ont été créés, des portails qui sont libres à tous, qui sont pédagogiques avec toutes les ressources nécessaires pour comprendre ces expériences sur le web. Et ce portail, il y en a un portail pour les parents, un portail pour les éducateurs, un portail également pour les jeunes eux-mêmes, parce qu'en fait, on ne va pas avoir le même dialogue avec un jeune qu'on va avoir avec un parent et vice-versa. Donc, en fait, il y a un ensemble d'outils pédagogiques qui sont à disposition par chacun. Et qu'on peut retrouver où, du coup? On peut retrouver directement sur le web, et on a créé des guides que vous trouverez aujourd'hui dans le magazine de Magic Mama, qui donne toutes les bonnes adresses, tous les bons consignes et conseils pour avoir une bonne expérience. Et autre chose, on a, comme on en avait parlé, et je pense que c'est important pour l'ensemble des réseaux sociaux, on a des outils de temps passé. Combien de temps est-ce que j'ai passé en ligne? Et l'enfant et l'adulte, je suis d'accord, les adultes doivent aussi faire attention. Pour contrôler le temps passé, on peut même régler au bout d'un certain temps passé, je me déconnecte. On peut également désactiver les notifications. Si on ne veut pas recevoir les notifications de ses amis, on désactive les notifications. En fait, il y a de nombreux contrôles. Il faut vraiment se renseigner, il faut paramétrer son compte, il faut comprendre même comment est-ce que l'Internet et comment est-ce que les réseaux sociaux marchent. Parce que, comme chacun d'entre nous, il faut réfléchir avant de partager. Il faut savoir pourquoi on vient sur un réseau social. Il faut utiliser les outils, c'est à notre disposition. Il y en a des centaines. On essaie de tout faciliter. Donc, il y a un site de centre de sécurité de Facebook avec toutes les ressources où on peut trouver. Et ce n'est pas que concernant nos applications, mais toutes les applications d'Internet qui peuvent être intéressantes. Et aussi, comme Google, je pense qu'on a la même démarche, c'est d'être sur le terrain.
c'est que nous, en tant qu'entreprise privée, c'est pas toujours facile d'être sur le terrain parce que c'est pas comme aux États-Unis. Ici, c'est hyper réglementé, mais on fait souvent et tous les jours des actions auprès des parents, des jeunes sur le terrain. On est présent dans les villes. Je veux que Google, vous avez fait, et je pense que chacun fait le tournée. On est présent dans les villes. Cet été, on était à la Villette où on a fait des ateliers tout l'été pour les parents, pour les grands-parents, pour tout le monde. On est allé sur les plages de France. Donc, il faut être ici aujourd'hui au salon pour parler avec les parents parce que c'est que quand on est en contact avec les parents, avec les jeunes, qu'on peut améliorer nos produits et nos expériences pour eux. Juste un petit complément là-dessus, effectivement, je rebondis. C'est vrai que c'est. Voilà, je peux que aborder dans ce sens-là. Évidemment, nous aussi, on cherche à aller sur le terrain parce qu'aller à la rencontre des gens pour les aider à bien manipuler ces outils, c'est essentiel. Mais il y a un autre point qui est essentiel, c'est aussi de laisser la parole aux experts. Et nous, on travaille effectivement énormément avec des associations. On travaille notamment beaucoup avec l'association e-enfance qui a monté un programme qui s'appelle les super-héros du net et qui va dans les écoles faire de la prévention auprès des 7-11 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge qui est avant le premier équipement en smartphone à peu près, pour leur apprendre justement les bons réflexes pour être responsable en ligne. Et pour nous, c'est vraiment important de contribuer à cet effort de pédagogie, mais en laissant les experts faire ce travail de fond au quotidien. On va passer, merci pour ces réponses, on va passer à l'enfant sur les réseaux sociaux, que ce soit lui utilisateur principal, mais aussi l'exposition qu'en fait ses parents sur les réseaux. Est-ce que, en 2 mots, juste pouvez me rappeler sur Facebook quel est l'âge légal pour pouvoir s'inscrire et les paramètres, parce qu'il y a une limite, et ainsi que pour créer une adresse email, juste qu'on ait en tête... Je pense que la réponse va être la même, puisqu'en France, l'âge légal du consentement, c'est 15 ans. Donc, pour créer un compte Google, il faut avoir 15 ans. Et en dessous de 15 ans, le consentement du parent est nécessaire pour ouvrir un compte pour un mineur. Et ce double consentement, justement, marche par Family Link, qui est vraiment l'application dont je parlais tout à l'heure, qui permet aux parents d'accompagner leurs enfants dans la navigation et leur usage du numérique. Et chez Facebook, pour créer un compte, il faut avoir quel âge ? L'âge est de 13 ans. 13 ans, 13 okay. ans, mais ce qu'on constate, et je pense que c'est intéressant d'en parler ici avec tout le monde, c'est que souvent les enfants vont s'inscrire avant, mais avec l'aide des parents. Donc, c'est souvent ce qu'on constate. Nous, on a une règle qui est de 13 ans, mais en fait, la vérité aujourd'hui, c'est que les enfants sont exposés à des écrans de plus en plus jeunes, mais c'est avec les parents qui s'inscrivent, parce qu'en fait, les parents nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? Notre enfant, il va au collège, il a déjà son premier smartphone de plus en plus jeune, et on a envie qu'il soit dans un environnement sécurisé, donc ils ont préféré aller avec eux que de les laisser le faire derrière leur dos. Donc mais l'âge est de 13 ans. C'est 13 ans. Mais justement, comme vous le dites, 13 ans, ça pas... maintenant on se dit, il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits avant, qui sont exposés avant. Docteur François-Marie Caron ou Olivier Girard, c'est quoi votre position là-dessus? Est-ce qu'on doit justement, comme elle dit, en tant que parent, l'accompagner, se dire, bon, il a 10 ans, je vais l'aider à créer son profil Facebook? Est-ce que il faut être inquiet? Comment on gère en tant que parent? C'est très compliqué quand même. Enfin, je veux dire, parce qu'on ne peut pas donner... les réseaux sociaux, pourquoi on est tous sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'on est des êtres sociaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur les réseaux sociaux? On est en contact avec les autres. On est fait pour ça. On n'est pas capable d'être tout seul. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que ça descend en âge. Et c'est vrai que les parents sont très fiers d'avoir ouvert leur compte pour 10 ans, même parce que c'est interdit à 13 ans, mais mon fils, il a 10 ans, et ils en sont très fiers. Je pense que ça peut poser des problèmes. Il y a beaucoup de choses à expliquer quand même, sachant que par rapport à... On n'a pas du tout parlé, mais ça va être aussi dans les réseaux sociaux aussi, c'est la sexualité et la pornographie. Parce que ça, quand même, c'est quelque chose qui fait toujours peur aux parents. Et quand on sait qu'à partir de 9-10 ans, on a tous regardé un film porno, ça pose question quand même. Et c'est pas avec tous les programmes qu'on pourra protéger que ça n'arrivera pas obligatoirement, parce que de toute façon, ils vont les détourner. Hein. Donc c'est vraiment un problème d'apprentissage et d'éducation et de dialogue. Et vous l'avez dit, je pense qu'il faut vraiment dire à l'enfant... tu vas sur les réseaux sociaux, moi je pense qu'il ne faut pas, c'est marqué 13 ans, tu ne l'auras pas avant 13 ans, tant pis, les autres ils en ont, mais il faut essayer d'être ferme là-dessus, et après il ne faut pas les surveiller.
Il ne faut pas utiliser les programmes qui surveillent. Il ne faut pas utiliser les programmes qui surveillent les historiques. Vous n'auriez pas supporté qu'on regarde votre courrier quand vous étiez enfant. Le journal intime. Et donc ça, c'est non. Mais par contre, il faut rentrer dans la confiance. Donc il faut avoir appris. Il faut avoir dialogué. Dans la recette, après je laisserai la parole, dans la recette où je donne toujours aux parents, c'est qu'il faut faire toutes les semaines un conseil de famille dans lequel on parle de l'école, on parle du sport, on parle de son activité sur les écrans, on parle de ses problèmes, des choses qu'on a pu rencontrer. Donc on a le dialogue et surtout il faut inviter à parler. Et après les parents ils reprennent et après on dit bon tiens qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine pour améliorer. Mais il faut un contrat et il faut une règle du jeu et il faut en parler. Et ça je pense que c'est très important quel que soit ce que l'on voit. Et il faut faire attention quand on revient sur la pornographie et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que le prédateur qui se cache derrière un faux nom et qui est qui veut aller chercher, le prédateur sexuel qui va aller chercher un adolescent ou un enfant, je suis désolé, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est les pères, c'est les enfants, c'est les modèles qui sont donnés par la pornographie. C'est ça le risque. Le prédateur, il est exceptionnel. Et en général, les viols et tout ça, c'est dans le milieu familial que ça se passe. Et c'est pas quelqu'un. C'est vraiment, pour moi, un fantasme qui existe certainement, mais c'est tellement un épiphénomène par rapport au vrai risque de la pornographie et de l'explication du respect de la femme, parce que quand même, la femme, elle est sacrément multipliée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être enseigné très tôt, et apprendre le consentement aux enfants très tôt. Et ça correspond aussi bien aux réseaux sociaux qu'à Internet. Et c'est pour ça que même si on s'adresse à un public d'adolescents, quand on parle de Facebook, etc., c'est en amont que tout ça doit être éclairci en fait avec les parents et donc avec les très jeunes parents dès la naissance où on doit éduquer, être présent. Juste sur les réseaux sociaux, oui. Je partage ce qui a été dit, mais il y a quand même, au-delà de l'âge légal, etc., c'est se poser la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on a aussi cet âge légal-là ? Vous l'avez dit, il faut réfléchir avant de partager. Donc la vraie question quand on est parent, c'est à partir de quand je considère que finalement mon enfant est en capacité d'avoir le discernement suffisant pour finalement pouvoir comprendre ce que ça signifie les réseaux sociaux, pouvoir réfléchir avant de publier, pouvoir comprendre qu'il y a effectivement certains risques sur les réseaux sociaux. Et là, je dirais, c'est vraiment par ce qui va se passer au quotidien avec l'enfant, l'échange, le dialogue qu'on va avec lui, qu'on va voir s'il est en capacité. Moi, si je suis parent et que mon enfant a 12 ans et que j'ai vraiment l'impression qu'il a cette capacité-là, j'allais dire, pourquoi pas ? Si mon enfant a 14 ans, pour plein de raisons, il n'est pas en capacité, j'ai pas envie de le laisser aller sur les réseaux sociaux, même si l'âge légal, c'est 13 ans, parce que quelqu'un, je ne sais pas qui, dans un bureau, a décidé que c'était 13 ans. Donc je pense que c'est important aussi que les parents comprennent que oui, il y a des bases légales, oui, il y a de la régulation, mais qu'ils ont aussi un rôle à jouer, en plus ou en moins. Et c'est toujours de partir sur pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser l'enfant à n'importe quel âge ? Parce que bien utiliser les réseaux sociaux, ça suppose certaines capacités, certaines compétences qu'on peut ne pas avoir d'ailleurs en étant adulte. Peu importe. Donc, c'est vraiment ça le nœud du problème. Et la meilleure solution, c'est sans doute d'en parler avec eux, mais aussi évidemment les accompagner. Alors, il y a Facebook, mais il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux. Ce qui est intéressant de regarder, par exemple, c'est que vous avez aujourd'hui dans des jeux vidéo, par exemple, des réseaux sociaux qui sont collés aux jeux, qui vont être des jeux vidéo pour des enfants, qui vont être sur des mêmes logiques. Et c'est intéressant de faire avec beaucoup plus sécurisé, j'allais dire, la possibilité on n'est pas sur Facebook, sur un univers malgré tout ouvert, on est sur des choses fermées. Et c'est du coup très intéressant de regarder comment l'enfant comprend, comment l'enfant réagit. Est-ce que lorsqu'il voit quelque chose, tout de suite, il veut écrire un message, ou est-ce qu'à un moment, il commence à se dire, je vais quand même réfléchir à ce que j'écris, etc. Il y a plein de choses qu'on peut repérer plus tôt, sans aller tout de suite, parce que si le but c'est de se dire pas de réseaux sociaux avant 13 ans, mais alors une fois que tu as 13 ans, c'est vas-y, tu as les clés de la voiture et tu peux y aller, aucun intérêt en tant que parent. Et dernier point, et c'est important de le dire, c'est que sur les contenus, alors vous avez parlé de la pornographie, etc., sur les contenus inadaptés, il faut quand même qu'en tant que parent, on se dise que effectivement, et moi qui est une fille de 12 ans, c'est dur de se le dire, mais oui, elle va tomber sur des contenus pornographique. Oui, elle va tomber sur des contenus totalement inadaptés parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte... Elle va y tomber dessus. Il ne faut pas vouloir se mettre des œillères, s'imaginer qu'on va réussir à empêcher qu'elle tombe dessus avec des dispositifs techniques grâce à une super parentalité numérique ou en l'enfermant dans sa chambre tous les soirs. Ça ne marche pas. Elle va tomber dessus. Donc, c'est faire ce constat-là aussi et le plus en amont possible, commencer à expliquer, à en parler avec elle. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important aussi en tant que parent. J'ai juste
un conseil à donner, si jamais un parent veut aider son enfant à aller sur les réseaux, il ne faut pas mentir sur l'âge. Parce qu'en fait, chez Facebook, on a toute une protection spécifique pour les mineurs. Et c'est vraiment important que quand on a un enfant sur les réseaux, qu'on déclare son âge, parce qu'en tant que mineur, tout de suite, le compte est protégé par un certain nombre de protections qui sont au-delà pour un adulte. Parce que je trouve l'erreur qui est faite, c'est que l'enfant va mentir sur son âge, ce qui est vraiment dommage, qu'on en a tout un dispositif, que c'est-à-dire que si je suis un mineur, mon adresse ne sera pas, mon compte Facebook ne sera pas repéré dans un moteur de recherche. Je ne peux pas recevoir des messages de quelqu'un de l'extérieur qui peut venir me chercher. C'est-à-dire qu'il y a tout un nombre de protections qui sont mises en place. Donc, si vous êtes parent, aidez votre enfant, mais mettez son vrai âge pour qu'il puisse bénéficier de tous ces contrôles et de toutes ces protections. On va aborder une autre question, un autre sujet assez sensible lié à Internet, c'est la question du harcèlement. Là, on a parlé de la pornographie. Le harcèlement, c'est un autre des points qui peut inquiéter les parents. Est-ce que, Olivier Gérard, vous avez des conseils, encore une fois, pratiques à donner sur le harcèlement en ligne, et aussi le docteur François-Marie Caron, si vous avez des choses à nous dire sur cette question-là qui sont de plus en plus présentes et dont on parle de plus en plus? D'abord, là où vous avez raison, c'est de parler d'harcèlement avant de parler de cyberharcèlement. Il ne faut pas laisser à penser que le harcèlement, le cyberharcèlement ou Internet a créé le harcèlement. Ça a toujours existé. Et la problématique, d'ailleurs, elle peut commencer tôt sans être d'abord du cyberharcèlement. Elle va commencer parfois dans la cour d'école, avant même qu'il y ait des écrans, etc. Et elle peut se continuer ou se renforcer, évidemment, avec les réseaux sociaux. Les conseils, ils sont d'abord, c'est un sujet qui doit être abordé en famille. Voilà. Il faut en parler en famille. D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose de normal. Il faut aussi, aller un petit pavé dans la mare, ne pas avoir que la vision que son enfant sera la victime. Parce que oui, s'il y a du harcèlement, je suis désolé, c'est qu'il y a des harceleurs. Et il y a des témoins. Et il y a des témoins qui se taisent. Et il y a des témoins ou des enfants qui vont relayer simplement une vidéo qu'on croit rigolote, qu'on va relayer et qui en fait va entraîner quelque chose de très violent pour la personne ou l'enfant qui est sur la vidéo. Donc notre enfant, il n'est pas que la victime. Donc il ne faut pas aborder l'enfant uniquement, avec l'enfant uniquement, c'est si tu es victime des harcèlements. Mais il faut aborder le harcèlement dans sa totalité. Il peut être aussi le harceleur, il peut être aussi le témoin, celui qui dit rien. Et on sait que les situations de harcèlement, on ne va pas jusqu'au harcèlement, justement, quand les témoins, quand ceux qui relaient, quand ceux qui ne disent rien, à un moment, ils disent stop, c'est pas normal. Et ça passe aussi par une explication avec l'enfant. Si tu vois quelque chose, ok, peut-être ta première action, ça va être rigoler, etc., ou relayer, mais à nouveau, réfléchis, ne relaie pas, parce que tu auras compris ce que ça peut mener. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxième élément important, c'est toujours être attentif aux changements de comportement de son enfant. Une anxiété permanente, une colère, un repli sur soi, des troubles du sommeil, de l'appétit. Alors, il y a plein de causes qui peuvent entraîner ça, mais le cyberharcèlement souvent génère ce type d'attitude. Donc, l'observation de l'enfant qui d'un seul coup n'utilise plus ses écrans. Parfois, en tant que parent, on peut se dire « Ah, super, enfin !» Il passait sa vie sur son téléphone, il passait sa vie sur l'ordinateur, et là, c'est terminé, il a arrêté. On peut être content, mais on peut aussi se dire « Pourquoi ?» Alors, si c'est parce qu'il a tout, voilà, vous discutez avec lui, je suis passé à autre chose, je préfère faire... très bien, mais il faut aller regarder pourquoi il y a ça. Parce que c'est souvent un signe, lorsque l'enfant s'isole, rejette ces outils-là, ça peut être un signe de cyberharcèlement. Donc, être toujours expliqué, parler avec lui le plus tôt possible, dans une vision globale du harcèlement et pas que de l'enfant victime, et observer l'enfant dans ses comportements et ses attitudes. Et puis, si vous repérez quelque chose, il y a des sites qui ont été développés, je pense au ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Stop au harcèlement. Ne pas hésiter à utiliser ces sites, et puis évidemment sur les plateformes, notamment Facebook, et puis tous les sites internet qui ont souvent aussi des possibilités de signalement. Oui, on a parfois un rapport complexe avec le signalement qui nous renvoie à quelques données historiques. Ça n'est pas de la délation, de la dénonciation ou quoi que ce soit. C'est super important de signaler quand on voit quelque chose, qu'on soit enfant ou adulte. Et donc, selon vous, Internet, ça n'a pas accentué les problèmes de harcèlement? C'est un nouveau biais, en fait,
vous en ça a quand pensez même quoi? eu un effet, ça a quand même eu un effet important, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, la rapidité de diffusion. Aujourd'hui, tout se diffuse très rapidement, donc l'impact est beaucoup plus rapide et peut être potentiellement beaucoup plus fort. Si vous prenez l'exemple d'une vidéo qui va être filmée, il y a 30 ans, vous aviez une photo, une situation embarrassante, qu'est-ce que vous faisiez avec pour la diffuser en grand nombre? Ça restait confiné à la cour d'école. Aujourd'hui, ça peut partir très vite. Ça, c'est un point important, donc cette rapidité de diffusion. Le deuxième, c'est aussi un point important, et on le sait, c'est que l'enfant, finalement, comme c'est par Internet, les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il n'a plus de refuge. Et que quelque part, même dans sa chambre, par exemple, on prend toujours... ça continue en permanence, ça peut être... et donc le refuge, pour lui, finalement, le seul refuge, ça peut être de tout couper. Et parfois, tout couper, ça peut aller jusqu'aux situations les plus dramatiques. Donc oui, ça a quand même eu un effet extrêmement puissant, extrêmement fort. Et on est face à une situation nouvelle. Mais ça reste, au départ, du harcèlement, des principes de harcèlement, mais qui sont quand même renforcés par le cyberharcèlement, clairement, par les outils numériques. François-Marie Caron, vous avez un mot à ajouter sur ces questions? Non, mais je suis tout à fait en phase. De toute façon, c'est des choses qui sont bien réfléchies maintenant. Moi, j'aime bien utiliser la feuille de papier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mais je m'en sers aussi pour la stigmatisation. C'est-à-dire chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est souvent une tête de Turc, hein, tu froisses le papier. Après, tu lui dis une deuxième chose, tu refroisses. Et au bout d'un moment, tu expliques que, bon, on arrête de le froisser, mais seulement il sera toujours abîmé. Donc c'est ça qu'on fait aux gens quand on les harcèle. Mais c'est vrai que moi j'ai dû faire partie de harceleurs à un moment, parce qu'il y avait toujours une tête de Turc, on se moquait tous de lui, et il y a l'effet de groupe, il y a l'effet moi je veux faire comme les autres, et c'est vrai que le harcèlement c'est pas quelque chose de nouveau, mais alors par contre on rentre à la maison avec le harcèlement, ça c'est lourd. Et là, on est sur un salon où les parents ont des enfants en très bas âge. Il faut rappeler que justement, le harcèlement, ça commence des tout petits de plus en plus. Et donc, c'est pas des questions qu'on doit reléguer à l'adolescence, etc. C'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les cours dès la maternelle. Donc, il faut y être attentif dès le plus jeune âge. Bon, pour conclure notre table ronde, on va aborder un dernier point plus positif, du coup, qui sont les bons usages, les bons programmes, les bonnes applications qui sont faites de l'Internet, qui sont mis à disposition des enfants. Damien Giard, chez Bayard, vous avez développé l'application Bayam. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Nous, on a développé Bayam et on a d'autres produits comme le Gemlier Store. C'est des lieux où on essaye de proposer des contenus qui sont accessibles pour tous les enfants, on essaye, et qui leur apprennent via les contenus ce qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Donc vraiment, pour nous, ce qui est très important, c'est justement de ne pas créer un phénomène d'addiction nécessairement aux écrans, mais d'avoir accès à des contenus qui leur permettent d'apprendre, qui leur permettent de se développer seuls dans la société. Et Bayam fait partie de ces applications. Il y en a plein d'autres sur le marché qui sont des applications comme Edoki Montessori. Il y a des jeux vidéo qui sont aussi très très bien et qui permettent aux enfants d'apprendre à jouer en réseau, à affronter des problèmes qu'ils ne peuvent pas traiter au quotidien facilement, et donc de faire et refaire et d'apprendre le succès. Et voilà, nous, c'est ce qu'on a essayé de développer dans nos produits, et on a essayé systématiquement d'impliquer le parent, et le parent dès le plus jeune âge, parce que je pense que ce que vous n'avez pas arrêté de dire pendant la table ronde, mais c'est dès le début que le parent et l'enfant doivent partager, jouer, échanger et régulièrement se revoir. L'idée du conseil de famille pour pouvoir comme ça gérer les risques, parce que finalement plus on se parle, plus on est moins on aura de problèmes demain, et de la confiance, et donc on pourra laisser partir ces enfants sur les réseaux. Donc nous on essaye vraiment de proposer ces contenus aussi qui vont leur apprendre à gérer le vrai du faux, à avoir un esprit critique, et je pense que c'est tout ça qu'on va. Et c'est pour des enfants de quel âge, les contenus que vous avez développés? Alors nous on dit que c'est 3 à 12 ans. Après, c'est vrai qu'on s'accorde le fait que les parents peuvent venir avant 3 ans, parce que c'est une règle qui a été écrite il y a quelques années, notamment parce que c'était lié à la télévision. Le 3-6-9-12, il a été fait parce que les enfants regardaient trop la télé. Je crois que Serge Trisseron l'a fait à cette époque-là. Après, il y a eu des écrans interactifs qui sont arrivés, et je pense que l'écran interactif est quand même bien plus intéressant que l'écran passif qu'est la télé. Donc d'avoir des enfants de moins de 3 ans qui sont en interaction complète avec le parent et donc sur l'écran n'est pas en soi un problème. Donc après, on accorde tout à fait cette possibilité.
Et Hélène Marleau, je crois qu'aussi Google engage pas mal d'efforts dans la création de contenu adapté à destination des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de YouTube Kids? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne YouTube Kids, bon, c'est une plateforme, donc Google et YouTube ne produisent pas de contenu. En revanche, on met à disposition une plateforme qui permet à tout un tas de créateurs de contenu de justement de partager avec les enfants dans un environnement adapté, sécurisé selon leur âge. Et ce qui est assez frappant dans YouTube Kids, c'est que certes, on y retrouve les grandes stars du divertissement qui vont plaire aux enfants, les Peppa Pig et autres Choupi, mais on va aussi y retrouver tout un tas de choses qui vont vraiment permettre aux enfants de développer leur curiosité. Énormément de contenus sur l'aide aux devoirs, des contenus sur la science. Moi, personnellement, j'ai eu une certaine émotion en redécouvrant le générique de « Il était une fois la vie ». Et me dire que d'ici peu, quand ma fille aura l'âge, je pourrais partager ça avec elle sur YouTube Kids, c'est une perspective qui me réjouit personnellement. Mais voilà, il y a plein de choses intéressantes, des Sciences et Vie Junior, des contenus qui sont produits par France Télévisions, des cours par le British Council pour apprendre à parler anglais. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes sur YouTube Kids et qui sont conçues pour voilà, permettre aux enfants de s'épanouir sans être exposés à des dangers par ailleurs. Juste pour terminer sur les bienfaits de l'utilisation des réseaux, je pense que les écrans et les réseaux et toutes ces utilisations sont vraiment des bienfaits. Je pense à maintenant, en fait, je reviens sur le fait qu'on ne veut pas que les enfants ou les parents restent passifs devant un écran. Donc c'est pour ça que vraiment on est dans l'engagement. Avec un Facebook, avec un Instagram, on peut s'engager, on peut faire partie d'un groupe. C'est l'utilisation en fait le plus utilisé aujourd'hui. En fait, l'outil le plus utilisé de Facebook, c'est les groupes. C'est-à-dire que quand on est parent, quand on est jeune, on peut faire partie d'un groupe et on s'engager. Et je termine avec une anecdote, c'est qu'un matin, je me prêtais pour aller travailler. Mon fils, il me regarde, il me dit, mais tu vas où là? Je dis, mais je vais aller bosser. Il me dit, mais maman, aujourd'hui c'est la marche du climat. Je dis, ah oui, bon. Il dit, oui, tu n'es pas dans le groupe Facebook? Ah non. Il dit, mais nous, tous les jeunes, on va aller marcher pour le climat. Et là, j'ai dit, mais dis donc, voilà, il a compris, il a 14 ans, il est en train de s'engager, il a compris là ses intérêts. C'est une maturité que peut-être certains n'ont pas eu, mais c'est ça la force, c'est ça la magie, c'est qu'aujourd'hui, même quand on est jeune, on peut avoir une voix, on peut s'engager, on peut s'informer. Il faut avoir l'esprit critique, il faut les accompagner. Mais maintenant, on a une fenêtre sur le monde, donc il faut bien l'utiliser et partir dans ces bonnes utilisations et donner, en fait, un exemple positif. Bien évidemment, en pensant bien évidemment aux risques qu'il y a, mais surtout en disant qu'on a vraiment l'opportunité aujourd'hui de s'engager, de s'informer et surtout de rester en contact avec ceux avec qui on ne peut pas rester en contact, avec des liens. Car quand on est des familles maintenant qui sont éclatées, un peu comme le mien, grâce au réseau, je peux toujours garder le contact avec mes enfants et avec mes parents et avec mes grands-parents. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Pour conclure cette table ronde, est-ce que vous pouvez tous, on va faire un tour de table, dire un mot sur, voilà, pour venir rassurer une dernière fois et guider les jeunes parents dans l'usage d'Internet avec leurs enfants. Je vous laisse faire le tour. On commence par Hélène Marleau et puis on revient jusqu'à moi. Alors, juste pour résumer peut-être du coup ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a été sur le terrain, notamment on a été dans 20 villes françaises à la rencontre des Français et souvent on se rendait compte que les parents ils hésitaient entre « ah ça me fait peur, donc soit j'interdis tout, soit je laisse faire, je sais pas comment m'y prendre ». Et moi, s'il y a un message que j'ai envie de transmettre, c'est s'il existe justement un juste milieu. Il y a des outils qui permettent de le faire de manière à peu près sereine, des outils gratuits, Family Link, YouTube Kids, et surtout pas oublier que ce qui compte, c'est vraiment l'échange avec les enfants et qu'on peut faire ensemble plein de choses formidables, montrer plein de choses aussi, transmettre beaucoup de choses intéressantes, fabriquer des objets incroyables en regardant des vidéos. Enfin bref, on peut faire énormément de choses extrêmement positives sur la base d'Internet. Il ne faut pas partir du principe qu'on est en position fermée et que surtout on va éviter quoi que ce soit parce qu'on vit dans ce monde, quoi qu'il arrive. Ouais, on vit dans ce monde, donc les écrans sont partout, le numérique est partout, donc il ne faut pas interdire les écrans avant 6 ans. Il faut plutôt être avec les enfants et les parents ensemble derrière de bons contenus
et dès le plus jeune âge pour pouvoir vraiment apprendre. L'enfant, c'est un omnivore culturel, il regarde les écrans, il va aussi lire des magazines, il va aussi lire des livres, il va aussi ne rien faire, il va aussi jouer. Ça fait partie d'un tout et il ne faut pas diaboliser, au contraire, il faut vraiment apprendre à parler tous ensemble. Oui, quoi dire de plus que ce qu'on a déjà dit. Moi, je crois vraiment, pour être vraiment sur une note positive, on a montré quelques exemples, mais je pense que si on arrive à tous, en tant que parents, reprendre confiance dans notre capacité à accompagner vers un usage serein et positif, je pense qu'on peut y arriver avec aussi une idée que finalement tous les usages, quels qu'ils soient, peuvent avoir aussi des vertus positives au sein de la famille. Donc, quelles que soient les pratiques de l'enfant, finalement, on peut, si on arrive à cadrer les choses, limiter, être dans le dialogue, le partage, le faire ensemble, la créativité, on va réussir à avoir des pratiques qui seront positives. Et moi, je crois qu'il faut aussi qu'on soit dans une vision très positive, qu'on ait tous confiance dans notre capacité. Mais ça veut dire qu'il faut qu'en tant que parents, on s'implique, on s'engage et qu'on ose être parent à l'ère du numérique. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai l'image déjà qui m'aide, donc j'ai la première partie parce que tout ce que je pense est résumé là. La deuxième, c'est dans le carnet de santé, il y a marqué pas d'écran avant 3 ans. Ça interroge tout le monde. C'est complètement, excusez-moi, débile. Parce que si vous regardez vos grands-parents sur FaceTime avec maman à l'autre bout du monde et que vous avez 1 an, c'est génial si votre mari il n'est pas là parce qu'il est militaire, qu'il est dans un sous-marin et que vous pouvez le voir, son papa. C'est génial si vous regardez Petit ours brun ou autre chose sous la couette avec maman sur une tablette. C'est génial avec un livre, vous n'y arriverez pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc il n'y a pas d'écran. Par contre, il ne faut pas être tout seul. J'ai adoré ce témoignage parce que comme je vis très loin de ma famille, les grands moments de partage ont commencé grâce aux écrans et quand même ma mère qui était handicapée pouvait vivre et rencontrer ses petits-enfants grâce à ces écrans. Donc je suis d'accord totalement. Donc je pense que juste pour terminer, ce qui est super important, c'est tout ce qu'on a dit, mais aussi oser apprendre de vos enfants. Parce qu'il n'y a pas un jour qui ne vont pas vous surprendre. C'est des choses extraordinaires. Et comme on a dit, il n'y a pas un jour que je ne prends pas quelque chose d'un de mes enfants qui me ouvre un perspective. Et c'est ce dialogue et cet échange qui va que enrichir l'expérience. Et une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que la bienveillance et le respect, ça commence chez soi, à la famille. Et ensuite, ça continue dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie digitale. Et donc, c'est notre rôle en tant que parents d'enseigner la bienveillance et d'enseigner le respect. Et ça suivra toute la vie. Merci à tous. On va passer à quelques questions. S'il y a des personnes qui veulent interroger nos intervenants sur les sujets qu'on a abordés. Oui, il y a une question. Je ne sais pas comment ça se passe. J'y vais. OK. Bonjour. On a beaucoup parlé de l'image, des écrans. Moi, j'ai 2 enfants, un de 10 ans, un de 3 ans. Et on assiste à une explosion de la voix aujourd'hui, une explosion des podcasts. J'aurais une question un peu pour vous tous et peut-être plutôt pour Damien Chiard. Je sais que vous vous attachez à développer des contenus justement vocaux chez Bayard. Enfin, vous êtes en tout cas dans la bonne direction. Est-ce que justement ce ne serait pas une fenêtre vers quelque chose de plus axé contenu, justement quelque chose... aujourd'hui, on a des librairies justement de podcasts d'une qualité juste inouïe. Est-ce que c'est justement pas là le levier pour proposer du contenu toujours plus qualitatif également pour les enfants? Et le fait qu'il n'y ait pas justement le côté visuel et peut-être hypnotique, est-ce que c'est un contenu d'après vous qui est intéressant justement à développer? Oui, nous, l'audio, chez Bayard, on en fait depuis très longtemps parce que tous nos magazines sont, en tout cas les magazines des plus petits et jusqu'à J'aime lire, sont accompagnés d'un CD.
où il y a l'histoire qui est lue. Et en fait, ce CD permet à l'enfant de réécouter l'histoire seul, de développer son imaginaire. Des fois, pour les apprentis lecteurs, notamment par exemple sur Mes premiers j'aime lire, l'histoire est lue plus doucement, ce qui va lui permettre de mieux comprendre et de mieux apprendre finalement à lire. Donc l'audio, nous, on en fait depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a un vrai développement de ce média qui, pour moi, fait partie d'un tout. On va, nous, dans les prochains mois, sortir des nouveaux projets autour de l'audio qui permettent de remettre à disposition ce catalogue que l'on a depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, c'est un nouveau format qui nous permet de créer de nouvelles choses. Par exemple, on a travaillé à Strapi et France Info, on a fait un podcast Salut l'info. Voilà, c'est 10-12 minutes tous les vendredis soirs qui permettent de reprendre l'actualité de la semaine, traitée pour les enfants, et qui vient compléter finalement d'autres propositions que l'on a en magazine, en livre, et sur les écrans. Après, il y a, dans cet effet de balancier anti-écran, l'audio reprend une place très forte. Bon, derrière l'audio, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres choses, des enceintes connectées, une question autour de la donnée. Il y aura de toute façon d'autres questions qui se poseront et d'autres craintes qui naîtront de cette utilisation de l'audio et d'un Internet vocal qui aussi fait que quand je fais une recherche, je n'ai plus en vocal, j'ai plus qu'une seule proposition et puis une page complète. Enfin, je pense que voilà, c'est très intéressant, c'est un développement nécessaire. De toute façon, même l'audio en tant que tel, les voitures connectées, etc., il y aura beaucoup de choses qui vont... C'est normal dans les usages. Mais voilà, et je trouve qu'en tout cas pour les enfants, c'est une très bonne chose, notamment dans le développement de l'imaginaire. C'est très très bien. Je ne sais pas si d'autres veulent... Okay. Donc plus d'autres questions. Eh bien, merci à tous. Ici ah. Oui, alors je sais que ce n'est pas le thème abordé, mais au niveau de la santé, en fait, développement pour les enfants, au niveau, je ne sais pas, hein, des yeux, cerveau, j'ai vu qu'il y avait un pédiatre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, il y a assez de recul ou alors, il y a quelque chose? Oui, il y a beaucoup de recul et il n'y a pas grand-chose. Dans toutes les boîtes de jeux vidéo, il y a marqué, attention, ça crée de l'épilepsie. C'est pas vrai, c'est certaines personnes qui sont photosensibles et qui font des épilepsies à la lumière qui peuvent déclencher une crise d'épilepsie. C'est 1 sur 100 000. C'est rien. Et ils peuvent aussi déclencher une crise d'épilepsie en sortant d'ici si jamais il y avait beaucoup de soleil dehors. Donc ça n'a rien à voir avec l'écran. Hein, sauf ceux qui passent 24 heures à faire un jeu vidéo. Alors c'est sûr que 24 heures, au bout de 24 heures, avec la fatigue, on peut faire aussi des crises d'épilepsie. Les écrans, ça ne rend pas obèse. Vous pourrez manger tous les écrans que vous voulez, ça ne fait pas grossir. Hein, le fait de rester assis, parce que là vous êtes exposé aux écrans, hein, mais c'est pas dangereux. Par contre, vous êtes assis depuis 1 heure, ça c'est pas bon pour votre organisme. La sédentarité, c'est un sacré problème. Vous vous abîmez quand vous êtes assis. Donc ça, c'est un effet secondaire, mais ça peut être aussi assis à lire un livre. Hein. Donc la myopie, non, ça n'augmente pas la myopie. La fameuse lumière bleue, elle a peut-être un problème sur le DLA, mais la lumière bleue, vous les avez dans toutes les LED. Hein, c'est pas que les écrans. Par contre, oui, l'écran, ça joue sur le sommeil, et en particulier l'écran proche. Donc c'est vrai que ça retarde l'endormissement parce que ça bloque la sécrétion de la mélatonine. Donc oui, il y a un effet sur le sommeil. Oui, il y a un effet sur le sommeil. Mais le fait d'être connecté, il y a aussi un effet sur le sommeil. C'est pour ça que les écrans, ils n'ont rien à faire dans la chambre des enfants ni des parents. Merci. Juste pour compléter sur la vue, parce qu'il s'avère qu'on travaille avec l'ASNAV, qui est l'association pour l'amélioration de la vue. Il y a quand même des conseils à donner que vous retrouverez sur le site Pédagogie, notamment sur les usages des écrans, en particulier des jeux vidéo. C'est qu'effectivement, on a tous souvent des mauvaises postures lorsqu'on est face aux écrans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le recul suffisant face à l'écran. En gros, il faut multiplier la diagonale de l'écran par 2. Si vous avez un écran qui fait 1,50 m, il faudrait que l'écran soit à 3 mètres. Il faut effectivement que la lumière soit derrière, de manière à pas avoir un lien avec la lumière bleue. Il faut aussi éviter, par exemple, les tablettes. C'est redoutable quand on est trop sur les tablettes, parce qu'on est comme ça. D'accord ? Donc vous avez au niveau du dos des effets extrêmement négatifs. Donc vous avez tout un conseil qui ne sont pas liés aux écrans. Encore une fois, le livre, ça pourrait être la même chose. L'écran n'y est pour rien. Mais il s'avère que c'est l'écran.
qu'on utilise. Et donc, si on passe beaucoup de temps sur les écrans, il y a effectivement tout un enjeu aussi de bonne posture et de bons usages qui sont, en particulier pour les petits, dès qu'ils commencent à l'utiliser, très vigilants. C'est-à-dire, ne mettez pas, si vous regardez, l'enfant regarde des dessins animés 20 minutes sur YouTube Kids, c'est bien qu'il ait la bonne distance. Voilà. C'est pas ça qui va, c'est pas YouTube Kids qui va entraîner les problèmes de vue, mais c'est la mauvaise posture. Voilà, donc c'est important à l'avoir en tête. Merci beaucoup. D'autres questions ou on a fait le tour? Je vous remercie à tous, merci pour vos réponses et merci à vous de nous avoir écoutés et bonne fin de journée.